À Berlin, la CIA et le KGB se sont retrouvés face à face. La guerre des services secrets, c'était une dimension d'un conflit bien plus large. Un affrontement presque chaud, juste sous la surface de la guerre froide. Peter Volter, agent à la solde du bloc soviétique. Entre 1978 et 1988, il effectue près de 100 fois ce voyage sous haute tension. D'Allemagne de l'Ouest, où il vit alors, jusqu'à Berlin-Est, où il part livrer des informations. À l'époque, le métro traversait la partie est de Berlin. On traversait des stations au ralenti. Elles étaient plus ou moins dans l'obscurité. On voyait que les sorties et les entrées étaient bloquées par des sacs de sable. Et dans chacune de ces stations, la police patrouillait avec des kalachnikovs. C'est ce qu'on voyait. On traversait au ralenti ces stations de métro fantômes. C'était une image très concrète de la guerre froide. Pendant près de 50 ans, au service du KGB ou de la CIA, des milliers d'agents comme Peter Volter seront les rouages de la plus formidable guerre des renseignements de l'histoire. Elle débute le 2 mai 1945. L'ennemi allemand vient de capituler devant les armées alliées de l'Ouest et de l'Est. The German war is therefore at an end. Полностью овладели столицей Германии, городом Берлином. Deux mondes se font maintenant face. Deux blocs clairement délimités. Et au cœur de l'Allemagne de l'Est, une ville qui va devenir un champ de bataille. Berlin, coupé en deux. Une nouvelle guerre s'y prépare, mais celle-ci ne sera pas frontale. C'est une guerre d'un type nouveau, une guerre secrète, du mensonge et de l'intoxication. CIA, KGB, pour chacun l'objectif est d'asseoir son influence, d'imposer son idéologie. Dans les ruines de Berlin, la guerre sera totale. Oubliez les sourires et les poignées de main, les vainqueurs ne sont déjà plus des alliés. La paix est signée. Américains et soviétiques, les deux grands vainqueurs n'ont plus la force de s'affronter sur le terrain. Alors chacun place ses pions, on s'observe. C'est ainsi que débute la guerre du renseignement. Nous nous trouvons ici sur l'un des lieux clés de la guerre froide, l'aéroport de Tempelhof. Berlin-Ouest n'était pas situé n'importe où, mais en plein cœur du secteur d'influence soviétique. C'était une épine dans le pied des Russes, une bombe à retardement qui n'allait pas tarder à exploser. Berlin allait-elle être absorbée par l'Empire soviétique ou au contraire rester une ville libre? C'était ça la ligne de conflit entre les services de renseignement américains et soviétiques dès la fin de la Seconde Guerre mondiale. Aux États-Unis, on prend conscience que le temps va virer à l'orage. Les Soviétiques ont un coup d'avance. Ils ont créé leur service de renseignement dès 1917. L'Amérique a 30 ans de retard.
un homme est dépêché à Berlin pour monter la première cellule de la CIA sur place. Peter Sichel pose le pied sur le tarmac de l'aéroport de Tempelhof le 1er octobre 1945. Nous sommes arrivés avec très peu d'instructions sur notre mission. À ce moment-là, on venait de gagner la guerre, on voulait profiter de la vie. On buvait trop, on vivait trop fort à 200 à l'heure. Et puis, lentement, on a réalisé qu'il allait falloir se réveiller. Les Russes, eux, avaient toujours été très bons au jeu de l'espionnage. Ils étaient arrivés en Allemagne avec des gens qui connaissaient le pays, qui parlaient la langue. Ils connaissaient le contexte et surtout, ils maîtrisaient le renseignement. Nous avons dû apprendre ce qu'était le renseignement. Et il nous a fallu 1 ou 2 années pour le faire. L'Amérique, jusque-là, n'avait jamais œuvré dans le domaine de l'espionnage. Les Soviétiques vont porter le premier coup de la guerre froide, et il sera brutal. Le 24 juin 1948, au petit matin, les troupes soviétiques coupent les routes, les voies de chemin de fer, les voies d'eau. C'est le blocus. Ils veulent étouffer Berlin-Ouest. C'est le premier plan d'envergure du KGB. Les informations que faisaient remonter les services de renseignement soviétiques étaient les suivantes. L'Allemagne de l'Ouest avait tellement de problèmes économiques qu'elle était un fardeau que les Américains ne défendraient pas. Staline, au moment où les deux camps voulaient étendre leur zone d'influence, y a vu une chance, mettre enfin la main sur Berlin-Ouest. À partir de là, nous aurions pu envoyer nos chars et forcer le passage. Mais ça aurait déclenché la Troisième Guerre mondiale. Nous pouvions aussi accepter notre défaite et abandonner Berlin, ce qu'une partie du gouvernement américain était d'ailleurs décidée à faire. Enfin, nous pouvions continuer à approvisionner Berlin par les airs. Mon travail pendant ces 9, 10, 12 mois a été de savoir ce que les Russes avaient précisément en tête. À ce moment, nous sommes devenus suffisamment professionnels pour garantir qu'ils n'étaient pas prêts à aller jusqu'à la guerre. On était sûr de ça, et c'est ce qu'on a dit à notre gouvernement. Les agents de Peter Sichel connaissent précisément l'état de l'armée rouge et le gouvernement américain se range à leur avis. Ils déclenchent alors le plus grand pont aérien de l'histoire. Pendant près d'1 année, le balai des avions ne s'interrompt jamais. 280 000 vols permettent d'acheminer plus de 2 millions de tonnes de fret aux 2 millions de Berlinois. La ville ne sera jamais abandonnée aux Russes. La CIA remporte sa première victoire. Yes, the life of Berlin has been maintained. The airlift carries on. La partie pourtant ne fait que commencer. Depuis Moscou, au début des années 50, Staline mène un combat idéologique mondial. En Corée, au Vietnam, en Chine, les communistes s'installent. Le KGB est toujours là, en sous-main. Berlin, c'est la limite occidentale de l'Empire. De nouveaux agents sont chargés de consolider cette position. J'ai dit oui tout de suite à la proposition de travailler au KGB. Je ne l'ai jamais regretté. Nous ne pouvions pas perdre la RDA, parce qu'elle était le rempart de tout le système socialiste en Europe. Il fallait soigneusement la protéger. C'est pour ça qu'on avait planté là-bas notre baïonnette. C'était notre armée. Tant qu'elle était basée là-bas, rien ne pouvait nous arriver. Georgi Zakharovitch Sannikov, pur produit du KGB. Sa carrière, il la finira avec le grade de colonel. Il a 29 ans lorsqu'il débarque à Berlin. Le siège du KGB à l'époque fait peur à tout le monde. Karlshorst, au sud de Berlin.
Le lieu était connu. C'est l'Institut Saint-Antoine, un ancien monastère. À quelques mètres du bâtiment où la capitulation de l'Allemagne nazie a été signée. La guerre du renseignement faisait rage et malheur à celui qui perdrait. C'était à qui pénétrerait le plus loin, le plus profondément dans le camp de l'autre. C'est celui-là qui vaincrait, qui parviendrait à ramener des informations vitales pour son gouvernement. Pour ça, on était prêt à utiliser tous les moyens possibles. À Karlshorst, personne ne se doute à ce moment-là de ce qui se prépare. Le danger va venir de sous la terre. La CIA prépare dans le plus grand secret un plan qui pourrait faire basculer le rapport de force. Il est apparu très clairement aux Américains, Britanniques et Français à quel point ils en savaient peu sur le bloc de l'Est. Les Soviétiques avaient beaucoup plus d'informations. C'était facile de se les procurer. Il existait des annuaires téléphoniques avec le détail de toutes les unités américaines, les noms des responsables et leurs numéros de téléphone. Tout cela n'existait pas du côté russe. C'est alors que les Américains ont eu l'idée de construire un tunnel afin de mettre sur écoute le plus grand nombre possible de lignes téléphoniques de militaires russes. C'était une façon de recueillir énormément d'informations. On nous a demandé de localiser les lignes téléphoniques. Nous avons fini par y arriver grâce à un agent infiltré dans les services postaux est-allemands. Il était en charge des lignes. J'ai pensé que c'était un super plan. Le tunnel est creusé. 450 mètres sous le rideau de fer, jusqu'aux lignes téléphoniques soviétiques. À partir de là, la CIA va occuper 600 agents chargés d'écouter un demi-million d'appels téléphoniques. Pendant 11 mois, elle s'imagine qu'elle a pris un avantage décisif. Mais elle a beau éplucher les conversations soviétiques, rien d'intéressant. Ce que les Américains ignorent en effet, c'est qu'un homme les a trahis. Il s'appelle George Blake, c'est un agent de leurs alliés britanniques, un agent double en réalité. Il travaille pour le KGB et son rôle dans l'affaire du tunnel va faire de lui une légende de l'espionnage soviétique. Blake était un agent extrêmement brillant. Il était présent à une réunion des services de renseignement britanniques à Londres en décembre 1954. C'est là qu'il a appris que les Américains préparaient un plan secret pour se raccorder aux lignes téléphoniques russes. Cette opération avait un nom de code. L'opération Gold. Blake a immédiatement compris l'importance de ce plan. Et un mois plus tard, tous les renseignements et la documentation technique de l'opération Gold se trouvaient sur un bureau à Moscou. À ce moment-là, le KGB a dû prendre une décision difficile. Est-ce qu'il empêchait la construction du tunnel en risquant de compromettre son agent? Ou au contraire, est-ce qu'il laissait les Américains creuser afin de protéger son espion? Finalement, les Soviétiques ont décidé de ne prendre aucun risque pour leur agent. Ils ont donc laissé ce tunnel exister pendant 11 mois, 11 longs mois, pendant lesquels leurs conversations étaient écoutées. Puis quand le moment lui a paru opportun, le KGB a révélé l'existence du tunnel. Journalisten aus aller Welt besichtigten den amerikanischen Spionagetunnel in Berlin. Le tunnel va servir la propagande soviétique. Les hommes du KGB ouvrent le site à la presse et dénoncent les sales méthodes des impérialistes américains.
George Blake sera finalement démasqué, mais il parviendra à s'évader à l'Est. Il passera le reste de sa vie à ridiculiser ses anciens amis de la CIA. Mein Auftrag war, mich sozusagen einzudringen in das Sowjet-Hauptquartier in Karlsruhe. Und ich glaube, dass ich sagen kann, dass ich diese Aufgabe En 1961, l'Allemagne de l'Est se barricade. Le duel entre le KGB et la CIA se matérialise. Une balafre en plein cœur de la ville. Avec le mur de Berlin, la guerre froide atteint un sommet. Tous les contacts sont rompus. Il devient vital d'avoir des hommes de l'autre côté. Cette fois encore, le KGB dispose d'un atout, d'une arme que la CIA n'aura jamais. Un ancrage local, la Stasi, les services de renseignement est-allemands. Dès 1958, Moscou a placé un de ses hommes à sa tête. Il va devenir un mythe, une légende. On l'a surnommé l'homme sans visage. Il est l'espion le moins connu et le plus redouté à l'Ouest. Ils mettront 20 ans à lui donner un nom et un visage. Markus Wolf. Est-ce que la nomination de Wolf a été un succès des services secrets soviétiques? Il n'y a pas d'hésitation à avoir. Oui, cela a même été le plus grand succès des services secrets soviétiques. Il est devenu une légende grâce au nombre d'agents qu'il a embauchés. Je lui ai demandé un jour, « Combien avez-vous d'agents » Il m'a répondu, je me souviens parfaitement de cette phrase, « Mes agents ont été partout ». Markus Wolf, le voici en 1981. Sur ce document exceptionnel sorti des archives de la Stasi, il s'adresse à un parterre d'espions. Il en a placé 5000 dans toute l'Europe. Für uns, die wir die großen Traditionen der sowjetischen Kundschafter verehren, pflegen, für uns stets zum Vorbild nehmen, die sich vor den Namen des Begründers des tschechistischen Organs, des Genossen Felix Edmundowitsch Dzerzhinsky, verneigen. Avec Markus Wolf, le siège de la Stasi au cœur de Berlin ne va pas tarder à faire aussi peur que celui du KGB à Moscou. Depuis ce bureau, pendant 30 ans, le patron des renseignements va diriger une armée de collaborateurs. 90 000 employés et 180 000 informateurs. 3% de la population est-allemande. Dans les caves du bâtiment, les archives de la Stasi. Des milliers de mètres linéaires de dossiers. À l'intérieur, des noms, des lieux, des visages, des vies scrutées et espionnées. Presque un Allemand de l'Est sur 3 aurait été fiché ici. Sous la coupe du KGB et de la Stasi, l'espionnage à l'Est est devenu une redoutable mécanique. Wolf était un intellectuel, un de ces maîtres espions de la guerre froide. Plus sa carrière avançait, plus il était efficace à espionner l'Ouest, à arracher des secrets à l'Ouest, des secrets technologiques. Il avait des espions très haut placés en Allemagne de l'Ouest notamment. Par exemple, une source dans les services de renseignement ouest-allemands lui fournissait des rapports de l'OTAN sur la politique de l'organisation, la stratégie militaire des Alliés et même des documents top secrets de la CIA.
Markus Wolf orchestre cette gigantesque collecte d'informations. Au début des années 70, elle est capitale. L'Union soviétique et les États-Unis sont en pleine course à l'armement. À eux deux, ils comptent déjà plus de 40 000 têtes nucléaires. Grâce au rapport de ces espions, le KGB aura toujours un coup d'avance. Il connaîtra en permanence le positionnement des missiles américains, l'état des troupes de l'OTAN, la menace réelle que fait peser l'Amérique sur l'URSS. Peter Volter a 24 ans lorsqu'il commence à travailler pour la Stasi. Son rôle est crucial. En Allemagne de l'Ouest, il est chargé de protéger les hommes du système Wolf. Un parent éloigné dirigeait le service de traduction de l'agence de contre-espionnage ouest-allemand. Cela me donnait accès à ses bureaux, situés en dehors du périmètre placé sous haute surveillance. Mes visites n'étaient donc pas enregistrées. Ce parent m'ouvrait et je pouvais voir tous ces documents en évidence sur son bureau. Je pouvais les parcourir et j'y ai lu des noms très intéressants qu'il me paraissait important de transmettre. Il s'agissait de politiciens et de syndicalistes qui étaient soupçonnés par les services de l'Ouest. Ce sont les noms de ces gens que je transmettais et je sais avec certitude que grâce à cela, on a réussi à exfiltrer plusieurs personnes de la zone ennemie. Nous étions plus forts parce que nous avions l'idéologie avec nous, ce qui n'était pas le cas de nos adversaires. Elle dictait les agissements de tous les agents de nos services secrets. Et je vous assure que, contrairement aux autres, ce sont nos idéaux qui nous poussaient aux efforts. C'est probablement pour ça que nous travaillions mieux. Nous savions clairement quels étaient les intérêts que nous protégions. La bataille entre la CIA et le KGB est idéologique. Et à cette époque, les idéaux communistes trouvent un écho dans la jeunesse de l'Ouest. Peter Volter est convaincu qu'il peut changer le monde. Des faux papiers lui permettent d'effectuer des centaines de voyages à l'Est sans éveiller les soupçons. Son contact avec la Stasi vit ici, sur Staline Alley, l'avenue Staline, un petit Moscou. Ici, dans cet immeuble, se trouvait un appartement secret. Il était loué à une dame, une camarade âgée de plus de 80 ans. J'avais son numéro de téléphone, car évidemment, je ne pouvais pas appeler directement le contre-espionnage depuis l'Allemagne de l'Ouest. J'appelais donc chez Tante Gertrude. Je suppose qu'elle s'appelait bien Gertrude. Elle notait ce que j'avais à dire. Par exemple, Tante Emma est malade, elle ne pourra pas venir à la fête de famille. Ce qui voulait dire que ma rencontre avec le camarade de la Stasi devait être repoussée. On avait établi une liste de phrases codées qu'elle notait. Puis elle transmettait cela au contre-espionnage de la Stasi par une ligne téléphonique sécurisée. La machine de Markus Wolf fonctionne à plein régime. Ce qui l'intéresse au début des années 70, c'est le déploiement des missiles nucléaires américains Pershing, pointés sur l'URSS. Pour obtenir ces informations, il invente un incroyable système d'espionnage. Il recrute des agents d'un genre nouveau qu'il baptise Roméo. Un nom romantique pour une entreprise de démolition psychologique qui ne l'est pas. Gabrielle Klim a fui l'Allemagne. Ce qu'elle n'arrive pas à fuir, ce sont les souvenirs. Le 7 juillet 1977, elle est assise à la terrasse d'un café à Bonn lorsqu'un homme l'aborde.
C'était vraiment, comment vous dire, c'était l'homme de mes rêves. Je m'étais toujours imaginé l'homme parfait, et tout à coup, il se trouvait là devant moi. Je ne croyais même pas que ça existait, un homme comme ça. Mon premier instinct a été de m'enfuir. Mais je suis restée. Nous nous sommes revus plusieurs fois en 1977 et c'est allé très vite. Il m'a dit assez rapidement qu'il m'aimait et qu'il voulait m'épouser. C'est allé si vite qu'on avait prévu de se fiancer en janvier 78. Gabrielle a 32 ans. Elle est traductrice à l'ambassade des États-Unis. Cette rencontre prend pour elle des allures de film romantique. L'amour de son Roméo, pourtant, n'est pas celui qu'elle a imaginé. Cet amour se monnaie. Et le prix à payer, c'est les documents confidentiels qui passent entre les doigts délicats de Gabrielle. Je lui apportais des documents, mais il était très habile. Je ne faisais même pas attention aux documents que je rapportais. Et il n'avait de cesse de me dire que tout ça n'avait aucune importance. Et puis le Roméo se fait plus pressant. Il s'envole, puis réapparaît, le mariage est oublié. La romance fait place au chantage. Gabrielle prend toujours plus de risques pour tenter de sauver cet amour. Les documents dont on n'avait plus besoin à l'ambassade, on les mettait dans des sacs. Des sacs qui ensuite étaient brûlés. Je prenais les documents dans ces sacs. J'essayais surtout de prendre ce qui me semblait utile. Puis je les glissais dans mon sac à main et ensuite je sortais. L'ambassade ne me contrôlait jamais. Ensuite, à la maison, je les photographiais, puis je les jetais ou je les ramenais pour les remettre en place. Il s'agissait de documents sur des systèmes d'armement, comme les missiles Pershing. Oui, ça, je m'en souviens bien. C'est une technique de compromission. Il s'agit de compromettre quelqu'un qui, au bout du compte, lorsqu'il est mouillé, ne peut pas se permettre d'avouer qu'il ou elle a remis des informations à son amant ou à sa maîtresse. C'était une spécialité de l'espionnage. Nous avons essayé les Roméo, nous aussi, bien après les Soviétiques, et ça n'a jamais fonctionné. On n'a jamais trouvé la bonne fille. Ou les bons Roméo. Les Soviétiques ont bien mieux réussi. Pour la Stasi, je n'étais pas une personne, mais un instrument. J'avais 32 ans. J'étais jolie, intelligente. J'avais la vie devant moi. Et là, cette force extérieure est arrivée, totalement consciente de ses actions, et elle a décidé de mettre fin à la vie de cette femme. Parfois, ça va mieux, et parfois, ça ne va pas du tout. Les Roméo auront fait plus de 80 victimes. Des jeunes femmes qui ont fourni au KGB des informations venues de tous les ministères, de toutes les ambassades. Il n'y a pas de morale? Non, il n'y a pas de morale. Ce n'est pas un jeu moral. Loin de là. La CIA non plus ne fait pas de sentiments. Au milieu des années 70, le système communiste est de plus en plus critiqué. L'État policier a ses ennemis de l'intérieur. Ce sont ces hommes que les Américains recrutent. Infiltrés derrière les lignes adverses, ils se fondent dans le décor. Ils restent invisibles.
Eberhard Fetkenheuer, 71 ans aujourd'hui. À Berlin-Est, il a travaillé 4 ans pour la CIA. Il était chargé d'observer les mouvements des troupes russes. Ça, c'était la première. Comment dire? Ma première formation d'espion. Et voici Carly. En fait, c'était lui mon agent de liaison. Carly, qui est mort depuis quelques années, je l'ai rencontré dans un train qui allait vers Prague, totalement par hasard. 7 ans plus tard, en 1975, c'est lui qui m'a recruté et fait travailler pour les services secrets américains. Je ne me sentais pas dans ma patrie en Allemagne de l'Est. Je rêvais de vivre ailleurs, à savoir à l'Ouest. J'avais en plus une image très romantique de l'Amérique. Pour moi, ils étaient les héros de la liberté. C'était facile de recruter des agents. C'était beaucoup plus difficile de recruter de bons agents. La plupart voulaient prouver leur haine des Russes. Mais ça ne nous intéressait pas. Ce qui nous intéressait, c'était les informations. Beaucoup d'entre eux se sont fait arrêter parce qu'ils voulaient jouer les héros. Qu'est-ce qu'il arrivait à ceux qui se faisaient arrêter? Certains ont été exécutés, d'autres ont fini en Sibérie. Ce n'était pas joli, tout ça. J'ai commencé à penser à ce travail sans arrêt. On m'en demandait toujours plus, de me rendre dans des endroits de plus en plus éloignés. Par exemple, un jour, il voulait que j'aille observer le plus grand dépôt d'essence de l'armée soviétique. Au bout d'un moment, c'était devenu trop pour moi. Et puis, il y avait ma femme qui était impliquée. Elle m'aidait à déchiffrer les messages codés à la radio. Elle me suppliait d'arrêter avec ces conneries. Bien sûr, j'avais de plus en plus peur. Aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre comment je faisais pour dormir la nuit. Comment j'arrivais à travailler normalement, à être performant dans mon travail d'ingénieur. Alors que je vivais en permanence avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Ça s'est passé le 28 juin 1979. Je descendais une rue en voiture lorsqu'une Volga de couleur brune a surgi subitement derrière moi. Elle m'a doublé puis s'est mise en travers de ma route. 3 hommes ont bondi hors du véhicule et l'un d'eux m'a demandé si j'étais bien Eberhard Fetkenheuer. J'ai acquiescé et l'homme m'a dit « Veuillez nous suivre, nous avons une affaire à régler. » Durant le trajet, je me suis dit « Regarde bien ces arbres, parce que tu ne les reverras peut-être pas de sitôt. » Et c'est ce qui s'est passé. Eberhard Fetkenheuer vient de tomber. La CIA a perdu un agent. Il sera transféré dans le plus sinistre établissement pénitentiaire de Berlin, Hohenschönhausen, la prison de la Stasi. Ici, il sera interrogé par les agents des services de renseignement, jugé de manière expéditive, puis condamné pour avoir espionné pendant 4 ans des installations militaires soviétiques. En tout, Eberhard Fetkenheuer va passer 6 années dans une cellule comme celle-ci. Nouvelle victime de la guerre des services secrets.
CIA et KGB se rendent coup pour coup. Dans chaque camp, on tente de débusquer les traîtres. En 1974, les services de l'Ouest vont faire tomber une tête, celle d'un homme qui va faire trembler l'Allemagne de l'Ouest jusqu'au plus haut sommet de l'État. L'homme qui murmurait à l'oreille du chancelier, un des plus proches conseillers de Willy Brandt, était en réalité un agent de la Stasi. Il est à l'origine du plus grand scandale d'espionnage de l'après-guerre. Günther Guillaume, c'est son nom, est passé à l'Ouest à 29 ans. Avec sa femme, il s'installe à Francfort et entre au Parti social-démocrate. En vivant officiellement une vie de citoyen normal, cet espion exceptionnel va grimper tous les étages de ce qui deviendra le parti au pouvoir. Les agents de la Stasi étaient envoyés en Allemagne de l'Ouest. Là-bas, ils tombaient parfois dans la misère. Ils n'avaient rien, ni argent, ni aide. Ils coupaient le contact. Les services de renseignement soviétiques ne les soutenaient plus du tout. Ils devaient eux-mêmes faire leur chemin, leur carrière, jusqu'à atteindre le succès. Plusieurs réussirent, et parmi eux, il y a eu l'agent Guillaume. Günther Guillaume a mis 20 ans pour arriver jusqu'à la chancellerie. 20 années passées à livrer des documents sur l'orientation de la politique ouest-allemande. Lorsqu'il est démasqué le 24 avril 1974, le chancelier Willy Brandt est contraint à la démission. Günther Guillaume, lui, est arrêté. C'était très tôt le matin. Apparemment, la police et les services secrets interviennent toujours très tôt. Ce qui m'a réveillé, c'est le bruit. Un vacarme dans tout l'appartement, des voix. Et là, dans l'encadrement de la porte, j'ai vu mon père. Il était en robe de chambre et faisait face à tous ces hommes en costume sombre. Cette image, c'était totalement surréaliste. Et puis, comme dans une sorte de parade, mon père, ma mère puis ma grand-mère ont défilé devant moi et on a pu se dire au revoir. Mon père n'a pas dit un mot. Il m'a pris dans ses bras et m'a serré contre lui. Ma mère était visiblement bouleversée. Elle disait « Mon pauvre petit, ne t'inquiète pas, c'est une erreur, tout va rentrer dans l'ordre. » Ma grand-mère, elle, n'arrêtait plus de pleurer. Ça n'a duré que quelques minutes. Puis mes parents et ma grand-mère ont été emmenés et je suis resté seul dans l'appartement. Pierre Baum a alors 16 ans. Il ne lui reste que des clichés de cette famille qui vient de voler en éclats. Il n'aura jamais une explication de ses parents. À quel point mon père était-il lui-même convaincu de ce qu'il faisait comme espion? Que pensait-il vraiment de l'Allemagne de l'Est? Je suis d'avis que durant cette vingtaine d'années passées à l'Ouest, il était certes agent, mais il a aussi évolué et a été influencé par l'Ouest. Je crois que pour mon père, cette double vie, ce n'était pas juste un mensonge pour moi et les autres. Je pense que cela le détruisait de l'intérieur. Il en a parlé beaucoup plus tard. Il a dit qu'il était au service de deux hommes. D'un côté, il vouait un culte à Markus Wolf, le chef de l'espionnage en RDA. L'autre homme était Willy Brandt, que mon père adorait. Je suis certain que ça a été difficile pour mon père, jusqu'à sa mort, de savoir, d'analyser qui il avait été vraiment. Cet homme aux deux visages sera jugé et condamné à 13 années de prison. En 1981, Günther Guillaume est libéré et rentre en héros à Berlin-Est. Il y sera accueilli par celui qui a fait de lui le plus célèbre espion de l'histoire de la guerre froide, Markus Wolf. Günther, willkommen daheim. Danke dir für alles.
Wir danken dir, Günther. Erstmal herzlich willkommen. Alles Gute zu Hause. Gut, dass die lange Zeit nun endlich zu Ende ist. Da begann ein Prozess. Pour moi, un processus s'est enclenché, qui a duré longtemps, qui dure peut-être encore aujourd'hui, bien après la mort de mes parents. Ce processus n'aura peut-être pas de fin d'ailleurs, car je vis dans une quête permanente de l'identité de mes parents. Savoir qui était ma mère, qui était vraiment mon père. Au début des années 80, l'affaire Guillaume n'a pas arrangé les relations entre la CIA et le KGB. La guerre froide connaît une nouvelle période de grande tension. C'est alors que débute un de ces épisodes les moins connus. En novembre 1983, les Russes sont persuadés que la Troisième Guerre mondiale est imminente. Un homme va jouer un rôle clé pour désamorcer cette crise. Klaus Eichner, 76 ans aujourd'hui. Il était colonel de la Stasi. Son travail était de traiter les informations des agents sur le terrain. En 1983, l'OTAN a démarré de grandes manœuvres militaires. La tension était telle à ce moment-là que les Soviétiques craignaient vraiment que des missiles nucléaires soient tirés d'un moment à l'autre. En Allemagne de l'Est, les pilotes étaient dans leurs machines, armés de missiles nucléaires. Les turbines tournaient déjà, pour ainsi dire. Heureusement, et là j'avoue en être assez fier, nous avions une source au sein du quartier général de l'OTAN. On vivait dans une paranoïa complète. Les dirigeants militaires soviétiques surtout. Ce sont eux qui craignaient la guerre et nous avons tenté de faire redescendre sur Terre ces têtes brûlées en leur soumettant les faits. À Moscou, les autorités se laissent convaincre in extremis que l'OTAN ne prépare pas une attaque contre l'URSS. Le spectre du conflit nucléaire s'éloigne. Là, notre agent, qu'on appelait Topaz, a joué un rôle décisif. Et personne à cette époque n'a su que nous étions sur le point d'entrer en guerre. Grâce aux services secrets, de nombreuses situations critiques ont pu être désamorcées en Europe. En général, les gouvernements mentent, trichent, c'est connu. Pour connaître leurs intentions réelles, il est nécessaire de disposer d'une instance de renseignement indépendante pour se contrôler mutuellement. Les services secrets ont contribué à la paix en Europe. Ils ont permis que les situations explosives soient identifiées suffisamment tôt. Par la suite, ces problèmes ont été réglés discrètement par les diplomates. En ce milieu des années 80, la guerre entre la CIA et le KGB change de visage. Pour répondre à la puissance soviétique, Ronald Reagan lance la guerre des étoiles, un énorme projet de bouclier antimissile. C'est la dernière phase de l'affrontement qui démarre. À Moscou, ces photographies qui s'accumulent sur le bureau des services de renseignement inquiètent en plus haut lieu. Les Américains sont en train de porter un coup qui pourrait être fatal à l'URSS. Infiltrer des agents à l'intérieur du bloc de l'Est était devenu incroyablement difficile. Les États-Unis n'ont pas été très bons pour collecter de l'information avec des hommes, principalement en raison de la capacité de l'Union soviétique à se protéger. Ils ont donc dû trouver des moyens techniques pour obtenir ces informations. Il y avait les images aériennes, les avions espions, puis la technologie des satellites.
Les Américains ont ensuite décidé de construire la Rolls des centres d'écoute sur le plus haut sommet de Berlin. C'était le lieu parfait, parce que Berlin-Ouest était entouré par l'Allemagne de l'Est. Dans chaque direction se trouvait le territoire ennemi. Les États-Unis ont alors été capables d'écouter au-delà même de l'Allemagne de l'Est, jusque très loin à l'intérieur du bloc ennemi. Ça a été crucial pour recueillir des informations à ce moment-là. Le Teufelsberg, la montagne du diable, comme une marque bien visible de l'avantage que la CIA est en train de prendre sur le KGB. L'économie de l'URSS est moribonde. Moscou est incapable de financer plus longtemps cette guerre froide, de suivre les États-Unis. Au Teufelsberg, des centaines d'agents américains font alors tourner ce monstre de technologie. 30 ans plus tard, il reste la carcasse vide de la bête. Nous sommes dans un des lieux les plus fascinants de la guerre froide, à 150 mètres au-dessus du niveau de la mer. Aujourd'hui, l'endroit est consacré à l'art. Autrefois, c'était un lieu fascinant dédié à l'art de l'espionnage. D'ici, on a écouté des milliers d'appels téléphoniques jusqu'en Europe de l'Est. C'est ici qu'on les a enregistrés, transcrits et analysés. Tout ce que Washington savait provenait du travail effectué ici même. De là-haut, les agents de la CIA regardent le bloc soviétique s'essouffler. Son empire s'effrite. C'est la détente qui s'amorce. Le KGB et la CIA ont établi le contact. Der Austausch ist vollzogen. Zum ersten Mal konnten Kameraleute eine solche Szene festhalten. 1985, le 11 juin. Il est midi pile sur le pont de Glienicke au sud de Berlin. C'est ici que va avoir lieu le plus important échange d'espions de l'histoire. Du côté est, un petit bus vient d'arriver. Il y a eu ce trajet avec le bus depuis la prison. La pression à ce moment-là était tellement forte que je me disais tout le temps « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils vont me faire ?» On n'est plus tout à fait maître de soi dans ces moments. Ça atteint les limites de ce qu'une personne peut psychologiquement supporter. Sur le pont de Glienicke, un balai de véhicules blindés. L'Américain Richard Burt, lunettes noires vissées, s'avance sur le pont. Il vient saluer Wolfgang Vogel, l'homme qui a négocié cet échange de prisonniers pour la Stasi. Des sourires et des poignées de main s'échangent. Jamais dans l'histoire, la CIA et le KGB n'ont été aussi proches. D'un côté, 4 espions soviétiques capturés par les Américains retrouvent les leurs. De l'autre, 23 agents recrutés par la CIA et faits prisonniers par Moscou. À bord de ce bus, Eberhard Fetkeneuer. Klaus Pliever, qui s'occupait des relations entre les deux États allemands, est monté dans le bus. Je crois qu'il y avait aussi le négociateur américain. Ils nous ont dit « Ne vous inquiétez pas, il ne peut plus rien vous arriver. Et pour vous le garantir, on monte dans le bus et on reste avec vous. » Quand j'ai franchi cette ligne qui marque la frontière, je m'en rappelle comme si c'était hier. J'ai ressenti quelque chose d'incroyable. C'est fini. Ils n'ont plus aucun droit sur moi. Chaque camp a repris ses hommes. La guerre froide touche à sa fin, et en 1989, son symbole le plus visible va s'effondrer.
Je pense que la chute du mur a été une victoire de l'Ouest. Une très grande victoire. Cela a prouvé que le système qu'ils avaient bâti n'était pas viable, qu'il ne pouvait pas durer, qu'on ne peut pas couper une société du reste du monde. Les services de renseignement ne font plus peur. Le 15 janvier 1990, les Berlinois attaquent le siège de la Stasi. Le peuple se réapproprie son histoire. Vous pensez que vous avez joué un rôle dans tout ça? Un tout petit rôle. Juste une petite pierre sur un très grand édifice. Le KGB a perdu cette guerre. À Moscou, le système soviétique n'en a plus pour très longtemps. Ailleurs, plus tard, la CIA et le KGB se retrouveront bien des fois encore. Mais Berlin reste jusqu'ici le lieu où ils se sont livrés la plus féroce des batailles, au plus proche, presque au corps à corps.